En novembre 1941, près de Volokolamsk, survint un événement qui ne correspondait à aucun manuel militaire allemand. Les services de renseignement de la Wehrmacht rapportaient que la voie vers Moscou était libre, barrée seulement par un char soviétique silencieux. Ils étaient convaincus que le monstre russe était en panne de carburant ou que son canon était hors service. Ce fut une erreur fatale, pour laquelle un bataillon entier paya de sa vie. L'équipage du lieutenant Remizov se trouvait effectivement sans le moindre obus. Mais ce qui suivit, les officiers allemands le qualifièrent de barbarie dans leur rapport, tandis que les ingénieurs y virent une application géniale de la résistance des matériaux. Comment 4 hommes ont-ils transformé une forêt en une gigantesque souricière? Pourquoi le commandant a-t-il ordonné à son pilote d'oublier qu'il était dans un char pour agir comme l'opérateur d'une presse hydraulique? Et pourquoi, lorsque nos sapeurs découvrirent l'engin au printemps 1942, aucun corps ne se trouvait à l'intérieur, alors que les blindés allemands alentour semblaient avoir été percutés par un train de marchandises, bien qu'aucun coup de feu n'eût été tiré? Cette histoire prouve que la physique peut être plus meurtrière que la poudre. Novembre 1941. Direction de Volokolamsk. Le thermomètre affiche moins 30 degrés Celsius. À une telle température, la guerre cesse d'être un art de la manœuvre pour devenir un test de rupture des matériaux. L'air vibre sous l'effet du gel, telle une corde tendue prête à rompre. La graisse dans les transmissions s'épaissit, se transformant en une colle visqueuse qui résiste à chaque mouvement des engrenages. Le métal devient fragile comme du verre. Dans ces conditions, toute erreur de calcul se paie non par une simple panne, mais par une mort instantanée. Le lieutenant du génie Ilya Remizov se tient près de son char KV-1. Ce n'est pas juste une machine de guerre. C'est un bloc de 47 tonnes d'acier allié couvert d'une croûte de glace. Un spectre blanc dans une forêt blanche. Remizov n'est pas un tankiste par vocation, c'est un ingénieur. Il ne voit pas le monde à travers un réticule de visée, mais à travers des vecteurs de force, des diagrammes de contraintes et les lois de la thermodynamique. Pour lui, cette forêt n'est pas un paysage, mais une structure d'ingénierie complexe. La route n'est pas une voie de communication, mais le seul axe par lequel l'ennemi peut porter son coup. La situation sur la carte ressemble au schéma d'un effondrement structurel d'urgence. Le front craque. Les lignes de ravitaillement sont coupées. Les entrepôts sont vides, tels des animaux éviscérés. Le commandant de bataillon déploie une carte sur le capot d'une camionnette. Le papier crisse sous le gel. Les flèches rouges de l'offensive allemande ressemblent à des artères tranchées. La 10e division blindée de la Wehrmacht. Des centaines d'unités techniques. Infanterie motorisée, artillerie, chars de rupture. Un flux d'acier qui avance sur Moscou avec l'inéluctabilité d'une avalanche. Le commandant de bataillon lève les yeux sur Remizov. Il n'y a pas d'espoir dans son regard. Seulement le constat sec des faits. La mission est stricte. Retarder la colonne. Gagner du temps. À n'importe quel prix. Mais le prix a déjà été payé. Et la marchandise n'est pas là. La logistique est morte quelque part sous les bombardements à l'arrière. Remizov passe silencieusement la main sur le blindage glacé de la tourelle. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il connaît chaque détail de sa dotation. Et cette arithmétique est meurtrière. 8 obus perforants. 8. Pas 80, pas une caisse, pas une dotation complète. Juste 8 cylindres d'acier pour toute une division allemande. La moitié d'un réservoir de diesel, de quoi tenir 1 heure une manœuvre active ou 3 heures au ralenti. Ensuite, le silence. « Tu n'as pas de munitions, Ilya », dit le commandant d'une voix sourde, les mots se dissolvant dans la vapeur de son souffle. « Tu n'as rien pour tirer, mais tu as 47 tonnes d'acier. Réfléchis, tu es ingénieur. Transforme ce poids en arme. »
Remizov regarde la carte, puis la forêt. Il voit ce qui est caché aux yeux du fantassin. Il voit de l'énergie potentielle. Les épicéas centenaires le long de la route ne sont plus des arbres pour lui. Ce sont des poutres verticales dotées d'une masse colossale. La pente surplombant la route est un plan incliné avec un angle idéal pour déclencher une avalanche. Et son char, le lourd KV-1, n'est pas une position de tir. C'est un outil. C'est une presse hydraulique. C'est un contrepoids mobile. Un interrupteur invisible bascule dans son esprit. La peur disparaît. Les émotions sont coupées, comme des consommateurs d'énergie superflus dans un réseau de secours. Il ne reste que le calcul froid. Si l'on ne peut détruire l'ennemi par le feu, il faut l'écraser par la masse. S'il n'y a pas de poudre, il faut utiliser la gravité. L'énergie cinétique de 47 tonnes, multipliée par la vitesse et la pente, donne une impulsion capable de briser n'importe quelle défense. C'est la physique du champ de bataille à l'état pur. L'équipage attend les ordres. Les hommes dans le char ne sont plus de simples soldats. Ils font partie du mécanisme. Leurs visages sont gris de fatigue et de froid. Leurs doigts, endurcis par le contact avec le métal glacé, serrent les leviers et les poignets. À l'intérieur du char, il règne une température négative. La respiration se dépose en givre sur les instruments, transformant les cadrans en taches blanches aveugles. Ils regardent leur commandant. Dans leurs yeux, une question muette. Comment arrêter une armada avec 8 obus? Remizov ne fait pas de promesses. Il ne prononce pas de discours sur la patrie et le devoir. Le pathos n'a pas sa place ici. Il ne réchauffe pas et n'arrête pas les obus. Le lieutenant parle la langue de la mécanique. « Écoutez la mission », tranche la voix de Remizov dans l'air glacial. « Plus d'obus, carburant limité. Nous n'engagerons pas de duel d'artillerie. Nous allons construire un piège. » Il sort sa tablette et, de ses doigts engourdis, esquisse rapidement un schéma. 3 lignes. Le vecteur de mouvement de la colonne, le point d'application de la force, l'angle de chute. « Pilote », s'adresse-t-il au conducteur, un ancien tractoriste qui sent le diesel comme son propre sang. « Oublie que tu conduis un char. Aujourd'hui, tu pilotes un bulldozer. Nous devons grimper sur cette pente là-bas. Inclinaison de 30 degrés. Le sol est gelé sur 1 mètre. L'adhérence des chenilles sera minimale. Une erreur d'accélération et nous glissons de côté. Le pilote regarde la pente. La forêt est dense, sombre, imprenable. Camarade lieutenant, le moteur ne tiendra pas. L'huile est épaisse, les embrayages patinent. On va rester planté là-bas. On ne restera pas planté, coupe Remizov. Nous utiliserons l'inertie. On prend de l'élan depuis le bas, moteur au régime maximum. Tu dois hisser ces 47 tonnes là-haut, sinon nous ne sommes que des cibles ici. Nous deviendrons la pierre qui déclenche l'éboulement. C'est le théorème de la nécessité. Donner un ennemi supérieur en nombre par centaines. À démontrer, l'ennemi ne passera pas. La solution ne réside pas dans la tactique militaire, mais dans la résistance des matériaux. Le char KV-1 doit devenir le verrou qui ferme la gorge. Remizov comprend que c'est un aller simple. Statistiquement, il n'y a aucune chance de survivre à un tel combat. Mais son cerveau fonctionne comme une machine à calculer, écartant la variable vie de l'équipage comme non essentielle à la résolution de l'équation. L'essentiel, c'est le résultat. L'arrêt de la colonne, la création d'un bouchon, la rupture du graphique de mouvement de la Wehrmacht. Chaque minute gagnée est une vie sauvée à l'arrière. Chaque litre d'essence allemande brûlée à l'arrêt est un char qui n'arrivera pas à Moscou. Un silence propre aux forêts d'hiver avant la bataille règne alentour. Il pèse sur les oreilles. On entend l'écorce des arbres craquer sous le gel.
On entend le collecteur d'échappement du char refroidir en émettant des cliquetis caractéristiques. Ce silence est trompeur. Au-delà de l'horizon, les moteurs de la 10e division grondent déjà. Des milliers de pistons pompent le mélange. Des milliers de roues et de chenilles broient la neige russe. Ils avancent avec assurance, avec arrogance, conscients de leur supériorité. Ils ignorent une chose. Devant eux, ce n'est pas une armée qui les attend, mais un calcul d'ingénierie. Remizov plie sa carte. Ses gestes sont économes et précis. Au poste, démarrez. Le moteur du KV-1 tousse, crachant un nuage de fumée noire et grasse, et commence à monter en régime. Le rugissement des 12 cylindres déchire le silence glacial. Le char tressaille, secouant la neige de son blindage comme une bête qui s'éveille. Les chenilles mordent la terre gelée, faisant jaillir des étincelles. 47 tonnes d'acier se mettent en mouvement à la rencontre de la physique pour réfuter ces lois ou les confirmer par leur propre perte. Le piège commence à s'armer. Le moteur V2K hurle, s'étouffant de gazole, alors que les 47 tonnes de métal entament l'assaut de la pente à 30 degrés. Ce n'est pas de la conduite, c'est la lutte de deux grandeurs physiques. Le couple moteur et la force de gravité. Les bandes de chenilles, larges de 700 mm, s'enfoncent dans le sol dur, brisant la croûte de glace. Les patins arrachent la couche supérieure du sol, atteignant les pierres, provoquant des gerbes d'étincelles qui s'éteignent aussitôt dans l'air glacé. Le char monte par à-coups, secoué de tout son corps, tel un être vivant à l'agonie de l'effort. À l'intérieur de la tourelle, le vacarme est tel que les tympans menacent d'éclater. La vibration se transmet par le plancher d'acier aux semelles des bottes, remonte plus haut, faisant claquer les dents. Le pilote, agrippé au levier de commande, jure, mais on n'entend pas ses mots, seulement le mouvement de ses lèvres dans la pénombre. Il lutte avec les embrayages, tentant de maintenir la machine sur son cap. La moindre erreur de dosage des gaz, et le lourd arrière du char l'entraînera vers le bas, dans une glissade incontrôlable vers le pied de la colline. Le système de refroidissement fonctionne à la limite. Les aiguilles des instruments rampent vers la zone rouge, menaçant de surchauffe, même dans ce gel intense. Ils atteignent le point calculé. C'est une étroite terrasse sur la pente, surplombant la route comme un balcon de théâtre. Mais en guise de spectateurs, il y a ici des épicéas centenaires. 3 troncs géants dont les racines plongent profondément dans le sol pierreux. Ils se dressent au bord même du précipice, penchés au-dessus de la chaussée. Remizov ne les évalue pas en botaniste, mais en ingénieur démolisseur. Le diamètre du tronc à la base est de plus d'un demi-mètre. Hauteur, environ 30 mètres. Masse de chaque arbre, plusieurs tonnes. S'ils tombent correctement, ils bloqueront hermétiquement le défilé, créant un barrage impossible à dégager sans engin lourd. « Stoppez la machine !» ordonne Remizov par l'interphone. Le char s'immobilise, enveloppé d'un nuage d'échappement bleuâtre. Le lieutenant ouvre l'écoutille. L'air froid le frappe au visage comme une gifle glacée, séchant instantanément la sueur sur son front. Il sort sur le blindage glissant de givre. Ses bottes dérapent sur le métal. Remizov examine le matériau. Les épicéas sont gelés jusqu'au cœur. Le bois est maintenant dur comme la pierre et fragile comme la fonte. C'est idéal pour la tâche. Un bois souple aurait plié et fait ressort. Le bois gelé cassera avec un craquement sec si l'on applique le vecteur de force au bon endroit. « Qu'est-ce qu'on fait, commandant ?» La tête du mécanicien conducteur émerge de l'écoutille. Son visage est noir de suie, ses yeux larmoient. « Pourquoi sommes-nous montés ici? C'est une position pour des kamikazes. Ni manœuvre, ni abri. »
Nous n'allons pas tirer d'ici, répond Remizov, en sautant dans la neige et en s'approchant de l'épicéa le plus proche. Il tape sur l'écorce rugueuse avec sa moufle. Nous allons jouer au bûcheron. Un char n'est pas une hache, camarade lieutenant. Un char, c'est 47 tonnes d'énergie cinétique. Écoute la mission. Tourne la machine cul aux arbres. Appuie la plaque de blindage arrière juste ici, à 1 mètre du sol. Nous devons fracturer le système racinaire, mais pas abattre le tronc. Compris? Fracturer. Créer une tension. On est tankiste ou une équipe d'abattage? Grommelle le pilote, mais il replonge dans l'écoutille. Un travail d'orfèvre commence avec un instrument grossier. Le KV-1, rugissant et faisant cliqueter ses chenilles, commence à reculer. La plaque arrière touche le tronc du premier épicéa. Le métal grince contre l'écorce. « Vas-y, petit gaz, doucement !» commande Remizov, debout sur le côté, guidant la distance par geste. Le char pousse. Le moteur hurle à la peine, absorbant le jeu de la suspension. Le corps de la machine s'affaisse sur l'arrière. L'épicéa tressaille. De la poussière de neige tombe des branches, recouvrant le char d'un linceul blanc. Un bruit terrible, viscéral, se fait entendre. Ce sont les fibres du bois qui éclatent à l'intérieur du tronc. Le son ressemble à un coup de fusil, mais sourd et prolongé. Le système racinaire, prisonnier de la terre gelée, commence à céder. L'arbre s'incline de quelques degrés supplémentaires, craquant de manière menaçante. « Stop !» crie Remizov. « Ça suffit! Au suivant !» Il répète la procédure 3 fois. 3 épicéas tiennent maintenant par miracle, retenus seulement par les restes de fibres non rompues et la résine gelée. Leurs centres de gravité sont déplacés. Ils sont désormais des chiens de fusil armés. Il suffit d'une légère poussée, d'un coup de pare-choc, pour que la gravité achève l'œuvre et que des tonnes de bois s'effondrent. Le char devient le mécanisme de déclenchement d'une souricière géante. L'équipage travaille en silence, suffocant dans l'air glacial. La vapeur de leur souffle se dépose en givre sur leurs sourcils et leurs cils. Les mains, au contact du métal froid des clés ou des câbles, s'engourdissent instantanément, perdant toute sensibilité. Chaque mouvement exige un effort de volonté. Dévisser un boulon devient un exploit. Resserrer une chenille, un travail de forçat. Mais personne ne se plaint. Il n'y a pas de place ici pour l'apitoiement sur soi. Il n'y a que la mission et les ressources de l'organisme qui se consument aussi inexorablement que le carburant dans les réservoirs. La préparation de la position prend 1 heure. 1 heure par moins 30, c'est une éternité. Une fois le travail terminé, le char prend position en embuscade un peu plus haut que les arbres fragilisés. Il se place de manière à pouvoir, d'un seul bond en avant, frapper le premier tronc, déclenchant la réaction en chaîne de la chute. Un effet domino, mais où les dominos sont des pas maritimes et la table, une colonne de blindés ennemis. Remizov redescend dans la tourelle. Il n'y fait guère plus chaud, mais il n'y a pas de vent. Les parois d'acier accumulent le froid, transformant le compartiment de combat en chambre frigorifique. Le chargeur est assis sur une caisse de munitions, se serrant les bras et se balançant pour se réchauffer. Le radio souffle sur ses doigts, essayant de leur rendre leur mobilité. « Coupez le moteur !» ordonne le lieutenant. « Économisez le carburant !» Le rugissement du moteur s'arrête. Un silence absolu, vibrant, s'installe. On n'entend que le métal qui refroidit, claquant et craquant comme un crabe en colère. Et dans ce silence, on entend distinctement le grincement des arbres blessés. Ils gémissent sous leur propre poids, se plaignant de la violence subie. Le piège est armé, prononce doucement Remizov en regardant dans l'épiscope. Maintenant commence le plus difficile, l'attente.
c'est aussi une partie du calcul d'ingénierie. La résistance du métal est connue. La limite d'élasticité de l'acier est inscrite dans les manuels, mais la limite de résistance des nerfs humains est une variable. L'équipage doit devenir une partie de la machine, se figer, refroidir, cesser d'être des humains pour devenir une fonction d'attente. Remizov regarde sa montre. L'aiguille des secondes avance par saccades, mesurant le temps jusqu'au moment où l'énergie potentielle se transformera en énergie cinétique. En bas, sur la route, c'est encore vide, mais la terre tremble déjà. La vibration se transmet par les racines des arbres jusqu'à la coque du char. La bête approche. Le bruit se rapproche. D'abord un simple tremblement de terre, transmis des racines aux chenilles et de là au corps d'acier. Ensuite apparaît l'onde acoustique. Dans l'air glacial, dont la densité est maintenant plus élevée que la normale, le son se propage plus vite et plus nettement. Ce n'est pas un bourdonnement, c'est un crépitement. Les bruits caractéristiques, impossibles à confondre, des moteurs bicylindres à plat des motos BMW et Zundap. Haut régime, coup de gaz sec. Le son d'une technique étrangère, fonctionnant comme un mécanisme d'horlogerie bien huilé. Ilya Remizov appuie son visage contre le bandeau en caoutchouc du périscope d'observation. L'optique est gelée, le verre couvert d'une fine pellicule de givre, et il doit l'essuyer avec son doigt, laissant sur le verre une trace de chaleur qui disparaît rapidement. Dans les 3 secteurs de vision apparaît l'avant-garde. 3 motos avec sidecar. Sur chacune, une mitrailleuse MG34. Derrière elle, un véhicule semi-chenillé Anomag. Il avance lourdement, oscillant sur les nids de poules, ses roues avant coupant la croûte de neige, tandis que les chenilles à l'arrière tassent l'ornière. Dans la caisse ouverte sont assis des panzergrenadiers. Ils s'enveloppent dans leurs manteaux, col relevé, cachant leur visage du vent glacial. Leurs têtes casquées sont baissées. Personne ne regarde autour. Le froid est le meilleur des camouflages. Il force l'homme à se recroqueviller, à réduire son champ de vision à un étroit tunnel devant lui. « Commandant, cible à 12 heures, distance 200 », chuchote le tireur. Sa main repose sur le volant de pointage vertical. Son pouce tremble au-dessus du bouton de mise à feu électrique. La tentation de tirer est grande. C'est un réflexe acquis par des mois de guerre. Tu vois une silhouette grise avec une croix, tu frappes. La distance est mortelle. Impossible de manquer. Un obus explosif de 76 mm transformera le transport de troupes en un tas de ferraille brûlant. Et les motocyclistes seront balayés par l'onde de choc. C'est une proie facile. Trop facile. « Halte au feu !» La voix de Remizov résonne dans les casques. Calme, mais ferme, comme le claquement d'une culasse. « Sûreté! Observation !» À l'intérieur du char, la tension est palpable, dense comme l'eau des profondeurs. L'équipage ne comprend pas. Pourquoi les laisse-t-on passer? C'est l'ennemi. Il est là, dans le réticule. Mais Remizov ne pense pas en termes de coût unique. Il pense en termes de ressources. Il a 8 obus perforants, 8 cylindres d'acier trempé remplis d'explosifs. Gaspiller cette ressource déficitaire sur de la tôle légère et des motos serait un crime contre la logique. L'économie du combat ne permet pas un tel luxe. Un obus égale un char lourd ou un camion-citerne. Le taux de change doit être le plus avantageux possible. L'avant-garde passe juste en dessous d'eux. La route fait un coude, contournant le pied de la pente sur laquelle est tapis le KV-1. Les Allemands sont dans la zone morte. Si Remizov voulait tirer maintenant, il devrait se pencher hors de l'écoutille avec une grenade, car le canon ne pourrait pas s'abaisser à un tel angle. Mais les Allemands ignorent qu'au-dessus de leur tête, à seulement 30 mètres à la verticale, pèsent 47 tonnes de morts. Le KV-1 n'est plus un char en ce moment. C'est une congère.
Durant la nuit et la matinée, le blizzard a recouvert la coque de neige, adoucissant les angles de la tourelle et du châssis. Le canon est enveloppé de chiffon blanc. Des branches de sapin sont jetées sur le blindage, se fondant avec le fond de la forêt. La chaleur du moteur s'est dissipée depuis longtemps, et même une caméra thermique, si elle avait existé en 41, ne les aurait pas détectés. La température du blindage est égale à celle de l'environnement. Moins 30. Le char est en état d'équilibre thermodynamique avec la nature. Il est devenu une partie du paysage. Remizov observe le comportement des Allemands. Ils sont calmes. Trop calmes. C'est le calme professionnel des conquérants, sûrs de leurs arrières et de leurs éclaireurs. La route a été vérifiée par les sapeurs il y a 1 heure. Pas de mine, pas d'obstacle. La voie vers Moscou est libre. L'officier dans le sidecar de la première moto dit même quelque chose au conducteur en pointant la main vers l'avant. Il ne regarde pas vers le haut, vers la pente qui les surplombe. La géométrie de son regard est horizontale. L'homme regarde rarement vers le haut sans raison, surtout quand le gel tétanise les muscles du cou et que le bord d'acier du casque pèse sur le front. Ils passent, expire le radio. Ils n'ont rien vu. Le bruit des moteurs s'éloigne, s'atténuant après le virage. Une odeur de gaz d'échappement arrive, un mélange âcre d'essence synthétique et d'huile brûlée. Cette odeur pénètre même à travers les filtres du char, irritant les narines. L'odeur d'une civilisation étrangère, techniquement parfaite, méthodique et meurtrière. Maintenant, le silence revient, mais il est différent. Ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence avant l'impact. Le métronome dans la tête de Remizov continue son décompte. Première étape franchie. L'avant-garde est passée. Cela signifie que le signal « voie libre » sera donné à la colonne principale. Ils avanceront plus audacieusement, plus serrés, réduisant les distances pour traverser plus vite ce secteur forestier dangereux et déboucher sur un espace opérationnel. « Chargeur, perforant », commande Remizov. « N'engage pas, garde-le sur le plateau. » Un lourd bruit métallique se fait entendre dans la tourelle. Le chargeur extrait l'obus du râtelier. Il est froid, glissant de graisse. Le poids de l'obus est de plus de 6 kilos. Le métal brûle les mains, même à travers les moufles. Le chargeur le tient en suspens, prêt à le pousser dans la culasse à tout moment. Les muscles de son dos sont tendus. Lui, comme le char, est armé. Remizov regarde à nouveau sa montre. L'aiguille des secondes avance douloureusement lentement, comme si elle se frayait un chemin à travers l'huile épaisse du temps. Les battements de son cœur dans ses oreilles étouffent tous les bruits extérieurs. Boum, boum, boum. C'est le rythme de fonctionnement du mécanisme appelé humain. Mais il n'y a plus d'émotion. La peur a gelé. Il ne reste qu'une concentration froide, cristalline. En bas, dans le défilé, c'est vide. Mais la forêt autour de la route a déjà changé. Elle a cessé d'être une zone neutre. C'est désormais une zone de destruction balisée. Remizov se souvient de chaque repère. Le bouleau tordu, 300 mètres. Le rocher, 250. L'ombre de la falaise, 150. Les angles de hausse et de correction sont calculés à l'avance. La balistique est apprise par cœur. Le grondement enfle à nouveau. Cette fois, il est plus grave, plus profond, plus puissant. Ce n'est pas le crissement des motos, c'est le grondement lourd et viscéral de centaines de moteurs diesel et essence. La terre sous les chenilles du KV commence à vibrer finement, transmettant le tremblement au corps de l'équipage. La bête arrive. Elle est énorme. Elle s'étire sur des kilomètres. Elle est sûre de son invulnérabilité. Et elle marche droit dans le goulot d'étranglement que Remizov bouchera dans quelques minutes. « Attention tout le monde,
La voix du lieutenant est sèche, dénuée d'intonation. On travaille strictement selon le schéma. Pilote, pied sur l'accélérateur. À mon signal, bon en avant, pas avant. Le pilote hoche la tête, bien que personne ne le voie. Son pied dans la lourde botte de cuir se fige au-dessus de la pédale d'alimentation. Il sent la résistance du ressort. En ce moment, il est l'élément principal du système. De sa réaction dépend le fonctionnement du piège gravitationnel. Le char doit devenir l'impulsion, le coup de marteau sur la tête du clou. L'avant-garde a définitivement disparu. Le piège est prêt à se refermer. Il ne reste plus qu'à attendre que le corps de l'ennemi entre entièrement dans la zone de destruction. Ilya Remizov, l'ingénieur devenu tueur de colonnes, regarde dans l'épiscope d'un regard fixe. Il attend que la physique fasse valoir ses droits. La colonne principale s'engouffre dans le défilé. Ce n'est plus de la reconnaissance, c'est une rivière d'acier. En tête, avancent de lourds camions Opel Blitz et des croupes à 3 essieux couverts d'une bâche grise. Sous la bâche, de l'infanterie, des caisses de munitions, des thermos de café ersatz. Ensuite, rampent les camions-citernes, des réservoirs sur roues remplis de milliers de litres de liquide inflammable. En queue, on devine les silhouettes des tracteurs d'artillerie. Ils avancent serrés, pare-choc contre pare-choc. La distance est réduite au minimum. Les conducteurs essaient de rester dans les traces du véhicule précédent pour ne pas s'enliser dans la neige meuble des bas-côtés. C'est une erreur logistique fatale. Sur une route verglacée, dans un couloir étroit entre une pente boisée et un ravin, une telle densité de circulation viole toutes les lois de la sécurité. Mais les officiers allemands sont pressés. Moscou est proche. L'ordre les pousse en avant, les forçant à ignorer les intervalles réglementaires. Ils créent une chaîne unique, ininterrompue, qu'il suffit de briser en un endroit pour paralyser tout le mécanisme. Ilya Remizov regarde cette procession à travers l'épiscope. Il ne voit pas des hommes, il voit des masses, des vitesses et des vecteurs. Le véhicule de tête arrive à la hauteur du premier épicéa fragilisé. Les véhicules de queue ne sont pas encore entrés dans la zone, mais le noyau de la colonne, les citernes et les camions d'infanterie, est déjà là, juste sous la pente en surplomb. Ils sont pris au piège, mais ne le savent pas encore. « Attention !» La voix de Remizov est calme, comme celle d'un aiguilleur dans un nœud ferroviaire. « Pilote, régime au maximum. Impact au signal. Vas-y !» À l'intérieur du char, c'est une explosion d'activité. Le pilote débraye, enclenche la vitesse et écrase la pédale d'accélérateur au plancher. Les 12 cylindres du diesel hurlent, rejetant vers le ciel une colonne de suie noire. Les 47 tonnes d'acier s'arrachent de leur place. Ce n'est pas un démarrage en douceur, c'est le bond d'un prédateur. Les chenilles, patinant un instant, mordent le sol gelé, trouvant un point d'appui. Le char ne tire pas. Il frappe avec sa coque. Le KV1 fait une brutale embardée arrière, frappant de sa plaque de blindage arrière le tronc de l'épicéa fragilisé le plus proche. Le choc est sourd, lourd, ébranlant toute la machine. On entend le grincement du métal contre le bois, un son à faire grincer les dents. Mais la physique fonctionne sans faillir. L'impulsion de la machine de plusieurs tonnes est transmise à l'arbre. Les fibres, déjà sous tension critique, ne résistent pas. Un craquement retentit, semblable à un coup de canon sec. Il couvre le bruit des moteurs sur la route. L'épicéa géant, ayant perdu son appui, commence à tomber. Cela se produit lentement, presque solennellement. La gravité reprend ses droits, accélérant la masse de bois. 9,8 mètres par seconde au carré. Le tronc décrit un arc, gagnant de la vitesse à chaque degré de chute. Mais ce n'est pas une chute isolée. La cime du premier épicéa
dense et lourde de neige, accroche le deuxième, voisin, également fragilisé à l'avance. Le principe des dominos se déclenche. Le deuxième épicéa, recevant un coup latéral, se brise et frappe le troisième. Sur la route en bas, les conducteurs de camions entendent le craquement. Quelqu'un lève la tête. À travers le pare-brise, ils ne voient pas le ciel, mais un mur vert qui leur tombe dessus. La réaction humaine est en retard. Temps de prise de conscience de la menace, 0,5 secondes. Temps pour appuyer sur la pédale de frein, autant. Mais l'inertie des véhicules chargés sur la glace est impossible à annuler. Le premier épicéa s'écrase sur la cabine de l'Opel de tête. Un choc d'une force monstrueuse. Le métal de la cabine se froisse comme du papier. Le toit rencontre le siège du conducteur. Les vitres volent en éclats, se transformant en poussière de glace. Le camion s'arrête instantanément, comme s'il avait percuté un mur de béton. Ensuite tombe le deuxième épicéa, barrant la route au centre de la colonne. Il frappe la caisse d'un camion bâché, brisant les arceaux de la structure et plaquant l'infanterie au sol. Le troisième épicéa recouvre la queue de la partie visible de la colonne, coupant les voies de retraite. Avec les arbres, une avalanche de neige descend. Une couche de neige d'un demi-mètre d'épaisseur, ébranlée par la vibration et les chocs des troncs, glisse de la pente en une masse unique. Ce n'est pas du duvet moelleux. Ce sont des centaines de tonnes de neige tassées, denses, mêlées de blocs de glace et de pierre. La vague blanche recouvre la route, ensevelissant les véhicules qui n'ont pas été touchés par les arbres. La visibilité tombe à zéro. L'air se remplit d'une poussière de neige qui obstrue les poumons. Sur la route, c'est l'enfer de l'inertie. Les conducteurs des véhicules arrière, voyant devant eux un mur de neige et d'arbres, écrasent les freins. Les roues se bloquent. Sur la glace, c'est fatal. Les lourds camions deviennent des traîneaux incontrôlables. Ils glissent en crabe, se mettant en travers de la route. Les véhicules arrière percutent ceux de devant, les pare-chocs plient, les radiateurs éclatent, inondant la neige d'antigel bouillant. On entend le crissement du métal, le fracas des chocs, les cris des hommes. L'un des camions citernes, tentant d'éviter la collision, braque à droite. La lourde citerne, pleine de carburant, continue tout droit par inertie. Le véhicule dérape, se renverse sur le côté, glissant encore sur une dizaine de mètres et percutant l'enchevêtrement d'arbres. D'en haut, depuis sa position, Remizov observe le résultat. C'est une image de chaos total. La rigueur allemande, l'Ordnung, est anéantie en 10 secondes. Les lignes droites de la colonne se sont transformées en un amas de métal tordu. La géométrie du mouvement est brisée. La route, qui était une minute plus tôt une artère de transport, est devenue une impasse. « Moteur coupé !» commande Remizov. À l'intérieur du char, c'est à nouveau le silence. Mais dehors, il n'y a plus de silence. D'en bas montent les cris des blessés, le hurlement poussif des moteurs tournant à vide et des tirs désordonnés. Les Allemands paniquent. Ils tirent en l'air, dans la forêt, dans le brouillard blanc de la neige, essayant de tuer un ennemi invisible. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Était-ce une mine? Des partisans? Un raid aérien? Il ne leur vient pas à l'esprit qu'ils ont été arrêtés non par une compagnie de soldats, mais par 3 arbres, et un calcul précis de vecteurs. Ils luttent contre les conséquences de la gravité, essayant de dégager les véhicules et de comprendre qui les attaque. Remizov essuie la sueur de son front. Il fait -20 dans le char, mais il frissonne de tension. La retombée d'adrénaline. La première partie du plan est exécutée. Le piège s'est refermé. La bête est immobilisée, mise à terre et désorientée. Mais la bête est encore vivante. Et elle est armée. En bas,
Il y a des centaines de soldats, des mitrailleuses, peut-être des canons anti-chars remorqués. L'équipage se tait. Ils entendent les bruits d'en bas. « Ça a marché, camarade lieutenant ?» demande en chuchotant le chargeur, serrant contre sa poitrine l'obus perforant comme un nourrisson. « On les a enfermés », répond Remizov en regardant sa montre. « Maintenant commence le travail. Ils sont à l'arrêt. Ce sont d'excellentes cibles. Nous avons 8 obus. Chacun doit frapper un point névralgique. Nous ne tirerons pas sur l'infanterie. Nous frapperons la technique. Nous devons transformer ce bouchon en un nœud mort qu'ils ne déferont pas avant le printemps. » Il se colle au viseur. La poussière de neige est un peu retombée. Maintenant, il voit distinctement les cibles. Un camion-citerne renversé, le tracteur de tête essayant de reculer, un transport de troupes coincé entre 2 camions. « Démarre », dit doucement Remizov. Il est temps d'ajouter du feu à cette glace. Le moteur du KV reprend vie. Le char cesse d'être une bûche pour redevenir une arme. La tourelle tourne lentement vers la gauche avec le lourd bourdonnement du moteur électrique. Le canon F-32 s'abaisse, cherchant sa première victime dans le chaos d'acier en contrebas. En bas, dans le piège de glace, le chaos règne. L'infanterie allemande, assommée par la chute des arbres et l'avalanche, commence à tirer. Ils tirent à l'aveugle. Les balles prassantes cousent le crépuscule, partant vers le ciel blanc ou mordant les troncs des pins. C'est le tir de la peur. Ils ne voient pas l'adversaire. Ils combattent la forêt, les ombres, leur propre terreur face à l'inconnu. Les mitrailleurs MG-34 arrosent de plomb les buissons sur la pente, coupant les branches, mais sans causer de dommages aux monstres d'acier tapis plus haut. Dans la tourette du KV-1, c'est calme. Le claquement de la culasse résonne plus fort que les tirs extérieurs. Ilya Remizov ne se presse pas. Il n'a pas droit au tir de suppression. Il n'a pas droit à l'erreur. Dans leur atelier reposent 8 arguments, 8 obus. Ce n'est pas une réserve de munitions, c'est de l'outillage de précision. Chaque tir ne doit pas simplement détruire une unité technique, mais modifier la géométrie de l'espace, rendant la sortie du piège physiquement impossible. « Explosif », commande Remizov. « Cible, l'éperon rocheux au-dessus de la tête de colonne. » Le tireur tourne les volants. Le réticule de visée ne se pose pas sur le blindage d'un char allemand, mais sur le bloc de granit surplombant la route, poudré de neige. C'est une solution d'ingénierie. Pourquoi percer le blindage d'un seul char si l'on peut faire s'effondrer des tonnes de pierres sur 3 véhicules à la fois? Feu! 76 mm d'acier et d'explosifs quittent le canon à la vitesse de 600 mètres par seconde. Impact. Un éclair déchire la pénombre. L'obus détonne dans la fissure du rocher, agissant comme un coin. Le gel a déjà fait le travail préparatoire, élargissant les fissures avec la glace, et l'équivalent TNT achève l'œuvre. La corniche de pierre, pesant plusieurs tonnes, se détache de la pente. La gravité saisit les débris. L'éboulement s'abat sur la tête de la colonne, là où les Allemands tentaient de dégager les arbres tombés. Les blocs broient les cabines des tracteurs, déchirent les chenilles, enfoncent les hommes dans la terre gelée. Ce n'est pas un bombardement d'artillerie, c'est un concasseur de pierre. La route devant est définitivement bloquée. Ce n'est plus un embouteillage, c'est une impasse. -1, constate sèchement Remizov. Perforant. Cible, le camion-citerne au centre. Le deuxième obus s'envole. Cible, la citerne sur châssis Opel Blitz, couchée sur le flanc, barrant la route. Impact. L'énergie cinétique du projectile traverse la fine tôle de la citerne de part en part. Le frottement du métal contre le métal et l'étincelle du détonateur enflamment les vapeurs d'essence. L'explosion n'est pas instantanée. D'abord, la citerne gonfle de l'intérieur sous la pression monstrueuse des gaz en expansion.
Puis l'acier éclate aux coutures, et une boule de feu s'échappe. La température à l'épicentre grimpe à 1000 degrés. C'est un choc thermodynamique. L'essence en feu se répand sur la route, coulant sous les roues des véhicules voisins, faisant fondre le caoutchouc et transformant la glace en eau bouillante. Un mur de feu coupe la colonne en deux. Ceux qui sont en queue ne peuvent avancer. Ceux qui sont en tête sont coupés de tout secours. La panique en bas atteint son paroxysme. Les hommes sautent des camions en feu, roulent dans la neige pour éteindre les flammes. « Arithmétique de la mort », murmure le chargeur, poussant le 3e obus dans la culasse. 2 tirs, la colonne est à l'arrêt. Remizov continue son travail. Il mitraille méthodiquement les points névralgiques de la division allemande. Il ne cherche pas les cibles faciles. Il frappe là où les dégâts seront maximaux. Le 3e obus frappe la chenille d'un char allemand Panzer III qui tente de faire demi-tour sur un espace exigu. Le patin éclate, le char pivote par inertie et se met en travers de la route, bloquant mortellement le passage pour tous ceux qui sont derrière. Ce n'est plus une machine de guerre, c'est 40 tonnes de ferraille immobiles, une barricade que les Allemands eux-mêmes ne pourront déplacer. 4e, 5e, 6e tir. Remizov frappe les moteurs, les roues motrices. Il transforme la technique en immobilier. Les obus déchirent le métal, provoquent la détonation des munitions dans les camions de ravitaillement. La route devient un couloir de feu. Une fumée noire se mêle à la vapeur, bouchant la vue. Mais l'ingénieur voit à travers la fumée. Il se souvient de la carte. Il sait où sont les véhicules. 7e, explosif, dans l'éboulis à gauche. Le tir dans la pente du ravin provoque un glissement de terrain qui entraîne avec lui une ambulance et une voiture d'état-major. La terre se dérobe sous les roues et les véhicules glissent vers le bas, se retournant et brisant la glace au fond du ruisseau. Il reste un obus, le dernier. 8e, la voix de Remizov sonne sourdement. À conserver. En bas, c'est l'enfer. Les Allemands comprennent enfin d'où vient la mort. Les officiers hurlent des ordres, pointant la pente. Les tourelles des chars intactes commencent à tourner vers le KV-1. Les canons anti-aériens pointent leurs fûts vers le haut. Maintenant, ils le voient. Un spectre blanc parmi les troncs noirs. La riposte commence par une rafale. Des obus de 37 mm martèlent le blindage frontal du KV comme de la grêle sur un toit de tôle. Ils ne peuvent percer les 75 mm d'acier soviétique trempé, mais ils brisent les instruments d'observation, arrachent les garde-boue, étourdissent l'équipage. À l'intérieur du char, ça résonne. Chaque impact est un coup de masse sur la tête. « Commandant, plus d'obus !» crie le chargeur. Le râtelier est vide. Les douilles roulent sur le sol, tintant à chaque mouvement du char. Remizov se détache du viseur. La mission de la frappe de feu est accomplie. La ressource est épuisée. La division est arrêtée, coupée, en feu. Mais elle n'est pas détruite. L'ennemi a encore des centaines de canons. Et Remizov a une culasse vide et un demi-réservoir de gazole. Le combat entre dans une nouvelle phase. Une phase où la balistique cède la place à la mécanique des solides. « Pilote !» Remizov essuie le sang qui coule de son arcade sourcilière brisée contre le viseur. « Nous ne sommes plus de l'artillerie. Nous sommes un marteau. »« Qu'est-ce qu'on fait, commandant ?»« En bas. » Droit sur eux. Bélier. Cela sonne comme de la folie. Descendre dans la fournaise, sous les canons de dizaines de chars et d'armes. Mais Remizov calcule les vecteurs. Rester sur la pente signifie devenir une cible immobile qui sera tôt ou tard détruite quand ils trouveront un point faible. Descendre signifie utiliser la masse du char comme dernière arme. Le bélier. « Embrayage !» commande le lieutenant. « En avant !
Écrase-les. Le KV-1 tressaille. Les chenilles franchissent le bord de la terrasse. Le nez de la machine bascule vers le bas. 47 tonnes entament leur glissade vers l'abîme, à la rencontre du feu et du métal. La gravité redevient l'allié principal de l'équipage. La presse de glace commence son mouvement. Les munitions sont épuisées. La culasse du canon F-32 n'est plus qu'un morceau d'acier froid, inutile. Dans les râteliers, plus un seul cylindre. Seules les douilles vides, roulant sur le sol strié du compartiment de combat, teintent à chaque secousse comme un glas. Un silence plus effrayant que le fracas des explosions s'installe dans la tourelle. C'est le silence de la ressource épuisée. Ilya Remizov regarde la jauge de carburant. L'aiguille tremble près du trait rouge. Il reste du diesel pour 10 minutes de fonctionnement en charge. Un char privé d'obus et de carburant sur le champ de bataille se transforme en fosse commune. Une cible statique que l'ennemi démontera méthodiquement dès que le choc du premier coup sera passé. Mais l'ingénieur Remizov le sait. Tant que la masse a de la vitesse, elle est une arme. L'équation de l'énergie cinétique ne nécessite pas de poudre. Elle n'a besoin que de masse et du carré de la vitesse. Pilote, écoute mon ordre. La voix du lieutenant dans les casques est plate, dénuée d'intonation humaine. C'est la voix de l'opérateur d'une presse hydraulique. Canon bloqué. Équipage, groupez-vous. Calez-vous avec les bras et les jambes, ça va être brutal. Où ça, commandant? Râle le mécanicien, essuyant un mélange de sueur et de suie de ses yeux. En bas, droit au centre, bélier. L'ordre contredit l'instinct de conservation. Descendre d'une hauteur dominante dans un chaudron grouillant de techniques ennemies est un suicide. Mais c'est la seule solution de l'équation où la variable victoire est encore possible. Le KV-1 doit devenir un bouchon. Un bouchon dans la gorge de l'offensive allemande. C'est parti! Le mécanicien écrase la pédale d'accélérateur. Le char, debout au bord du précipice, fait un bond. Les chenilles arrachent une plaque de terre gelée et 47 tonnes d'acier entament leur mouvement sur une pente de 30 degrés. Le monde dans l'épiscope bascule. L'horizon disparaît. Il ne reste que le ruban gris de la route en bas, encombré de véhicules, et les taches noires des cratères. La gravité saisit la machine. Ce n'est plus un mouvement contrôlé, c'est une chute contrôlée. L'accélération de la chute libre est multipliée par la masse. Le char prend de la vitesse effroyablement vite. 20 km/h, 30, 40. Pour l'équipage à l'intérieur, c'est l'enfer de la force centrifuge. Ils sont écrasés dans leur siège. Les sangles leur scient le corps. Le claquement des patins contre les pierres devient un hurlement continu. La coque de la machine gémit. Les soudures subissent des contraintes critiques à la rupture. Mais la soudure soviétique tient bon. En bas, sur la route, un char moyen allemand Panzer III tente de faire demi-tour pour sortir de la zone de tir. Son commandant voit comment, d'en haut, brisant les broussailles et soulevant une tempête de neige, une montagne blanche de métal fonce sur lui. Il crie au pilote, mais trop tard. L'inertie de 47 tonnes ne s'arrête pas d'un regard. Impact. Ce n'est pas le bruit d'une collision de voiture. C'est le bruit d'un choc tectonique. La pièce frontale du KV-1, épaisse de 75 mm, percute le flanc du 3 allemand. Le char allemand pèse 22 tonnes, le soviétique 47, plus l'inertie de la descente. Les lois de la physique travaillent à ce moment contre la Wehrmacht. Le blindage latéral du Panzer III ne résiste pas. Il ne fait pas que plier, il éclate aux soudures. Les rivets volent comme des balles, se transformant en shrapnel. Les galets du char allemand sont arrachés de leur fixation,
la chenille se rompt avec un tintement assourdissant. Le KV-1 ne s'arrête pas. Il agit comme un brise-glace. Il pousse simplement la machine allemande hors de la route, l'écrasant comme une boîte de conserve. À l'intérieur du KV, l'équipage est projeté en avant. Remizov heurte le viseur de son casque. Sa vue se trouble. Mais sa conscience enregistre. Nous bougeons encore. L'impulsion n'est pas éteinte. Le char, après avoir éperonné le Panzer, continue de glisser par inertie. Sur son chemin se trouve un bus d'état-major Opel. Le chauffeur a eu le temps de sauter une seconde plus tôt. Le KV-1 ne remarque même pas l'obstacle. Les lourdes chenilles broient la tôle de la carrosserie, transformant le véhicule en une galette plate de métal, de verre et de caoutchouc. On entend seulement un court craquement, semblable au bruit d'une branche sèche qui casse. C'est le châssis du camion qui cède. La technique ennemie vole dans le fossé. Le KV-1 travaille comme le bulldozer de l'apocalypse. Il déblaye l'espace en le remplissant de lui-même. Le grincement du métal contre le métal couvre tous les bruits du combat. C'est une symphonie de destruction, écrite dans la langue de la résistance des matériaux. Enfin, l'inertie s'épuise. Le char, ayant labouré de ses chenilles de profonds sillons dans l'asphalte et le sol gelé, s'immobilise en travers de la route. Il est positionné idéalement. Le nez appuyé contre le rocher, la poupe surplombant le ravin où il vient de jeter les restes de l'avant-garde allemande. Le moteur cale. Le choc a été d'une telle force que les conduites de carburant sont probablement rompues, ou bien la coupure s'est déclenchée. Un silence vibrant s'installe à l'intérieur, interrompu seulement par la respiration lourde des hommes et le craquement du métal qui refroidit. « Vivant ?» La voix de Remizov est rauque. Il essaie de bouger le cou. « Ça fait mal, mais les vertèbres sont intactes. »« On dirait qu'on est entier, » répond le radio en frottant son épaule contusionnée. « Juste les dents qui ont claqué. J'ai failli me mordre la langue. » Remizov regarde dans l'épiscope. Le verre est fissuré, une toile d'araignée obstrue la vue, mais il voit l'essentiel. La route est coupée. 47 tonnes d'acier mort se sont couchées en travers de l'unique artère. Déplacer cette masse sans tracteur lourd est impossible. La faire sauter, il faudra des heures de travail aux sapeurs et des centaines de kilos d'explosifs. La contourner? À gauche, une falaise abrupte. À droite, un précipice encombré de ferrailles tordues. Échec et mat. La partie d'échec est finie. Les pièces ont été balayées de l'échiquier par la force physique. « Verrouillez les écoutilles », commande Remizov. « Ils vont se réveiller maintenant. » Dehors, le mouvement reprend. Les Allemands, réalisant que l'avalanche s'est arrêtée, sortent de leur stupeur. Des fantassins courent vers le char. Ils ne savent pas encore que l'équipage est vivant. Ils pensent qu'après un tel choc, il n'y a que des cadavres à l'intérieur. Ils veulent inspecter le monstre soviétique qui a enterré leurs espoirs de marche rapide. Mais le KV-1 n'est pas mort. Il a simplement changé d'état. De point de feu mobile, il s'est transformé en ouvrage défensif permanent. Un fort, un bunker, une citadelle. Remizov sort s'entêter de son étui. Le chargeur pose à côté de lui des grenades F1. Le radio vérifie le disque de la mitrailleuse d'été. Il reste peu d'air dans le char, imprégné de l'odeur de friction brûlée et de fumée de poudre, mais cet air vaut maintenant plus cher que l'or. « Préparez-vous à la défense », dit doucement le lieutenant. « Nous sommes devenus un os dans leur gorge. Maintenant, ils vont essayer de nous recracher. Mais ils vont s'y casser les dents. » Il regarde sa montre. Seulement 20 minutes de combat se sont écoulées. Et pourtant, cela semble une éternité. La division est à l'arrêt.
Le planning de la Wehrmacht est bouleversé. Désormais, chaque heure qu'ils tiendront dans cette boîte en acier coûtera aux Allemands des centaines de litres de carburant et de nerfs. Un coup sur le blindage à l'extérieur. Une crosse de fusil mitrailleur allemand. « Hé, Ivan! Caput! Sors !» crie quelqu'un dans un russe approximatif. Remizov a un petit rire. Le rire d'un ingénieur qui sait que l'épaisseur du blindage de l'écoutille est de 30 mm et que la vitesse initiale d'une balle de mitraillette allemande est insuffisante pour la pénétration. « Pas caput », chuchote-t-il. Ce n'est que le début de la résistance des matériaux. Il fait un signe de tête au radio. Celui-ci insère le canon de la mitrailleuse dans l'embrasure de la niche arrière de la tourelle. Une courte rafale coupe l'air glacial, rabattant l'arrogance des intrus. Les Allemands reculent, tombent dans la neige. La guerre continue, mais maintenant, elle se joue à bout portant. La distance entre la vie et la mort se mesure à l'épaisseur d'une plaque de blindage. Le moteur V2K est mort. Les 12 cylindres qui, 1 minute plus tôt, fournissaient 500 chevaux, ne sont plus qu'un tas de fonte et d'aluminium en train de refroidir. Un silence d'un genre particulier s'installe à l'intérieur du char. C'est le silence d'une crypte. Le seul son est le crépitement du collecteur qui refroidit et la respiration lourde, sifflante, de 4 hommes. Le système de chauffage est absent par construction dans le KV-1. La chaleur ne venait que du moteur et de la culasse du canon. Cette source est maintenant tarie. La coque blindée, possédant une haute conductivité thermique, commence instantanément à aspirer les restes de chaleur. La température à l'intérieur du compartiment de combat chute vertigineusement, tendant à s'égaliser avec l'extérieur, moins 30 degrés. Les parois se couvrent de givre à vue d'œil. La vapeur du souffle devient épaisse comme de la fumée. Maintenant, le char n'est plus un véhicule. C'est une casemate d'acier incrustée dans la glace et l'asphalte, privée de possibilités de manœuvre. Une forteresse de quelques mètres carrés. « Mouvement dehors !» siffle le radio en pressant son écouteur, bien que la radio soit muette. Il entend la vibration de la coque. Quelqu'un marche sur le blindage. De lourdes bottes allemandes cloutées martèlent le toit de la tourelle. Ce bruit est impossible à confondre. Un pas arrogant de propriétaire. Les Allemands sont sûrs qu'après un tel bélier, l'équipage est soit mort, soit inconscient. Ils veulent prendre un trophée. Ils veulent ouvrir l'écoutille et sortir les Ivan pour regarder les fous qui ont arrêté une division. Ilya Remizov lève les yeux vers le plafond de la tourelle. L'écoutille est verrouillée à mort. Mais l'ennemi ne sait pas qu'à l'intérieur, ce ne sont pas des victimes contusionnées, mais des ingénieurs en colère et acculés. « Feu par les fentes !» commande Remizov en chuchotant. Dans les flancs et l'arrière de la tourelle du KV-1, des embrasures sont prévues pour le tir à l'arme individuelle, fermées par des bouchons blindés. Remizov dévisse un bouchon. Un rayon de lumière et un vent glacial s'engouffrent par l'étroite ouverture. Il voit un fragment de manteau gris. Un soldat allemand se tient sur le garde-boue, essayant de faire levier sur l'écoutille du commandant avec une barre à mine. Le lieutenant passe le canon de son pistolet TT dans l'ouverture. Distance 0 mètre. Il ne vise pas besoin de balistique ici. Il appuie simplement sur la détente. Le claquement du coup de feu dans l'espace clos frappe les oreilles comme un marteau. La douille teinte sur le sol. Dehors, on entend un cri et le bruit d'un corps qui tombe. Un lourd sac d'os et de chair glisse sur le blindage jusqu'au sol. C'est un signal. L'illusion du char mort est dissipée. Les Allemands comprennent. La bête est vivante et elle mord. L'assaut qui commence
se transforme en une tentative chaotique et furieuse d'ouvrir la boîte en acier par tous les moyens. Les balles commencent à marteler le blindage. Elles ne peuvent percer 75 mm d'acier, mais elles cherchent les vulnérabilités. Fentes de visée, joints, instruments d'observation, des éclats de plomb et des projections de verre volent à l'intérieur par des interstices microscopiques, se plantant dans les visages des tankistes. « Grenade !» crie le pilote. Un choc sur le toit. Quelque chose de rond et métallique roule sur les plaques de blindage. Une grenade à main allemande M24, le presse purée. L'explosion retentit dehors, juste sur les persiennes du compartiment moteur. Le char tressaille comme une cloche frappée par une masse. L'onde de choc ne perce pas le blindage, mais le choc acoustique à l'intérieur est monstrueux. Du sang coule des oreilles. La poussière, accumulée sur les surfaces internes au fil des mois de combat, s'envole, bouchant les yeux. « Ils passent sous les chenilles! Ils veulent faire sauter le fond !» hurle le chargeur. Son visage est inondé de sang. Un éclat d'épiscope lui a entaillé le front, mais il ne sent pas la douleur. L'adrénaline agit comme une anesthésie. Remizov comprend la tactique ennemie. Les Allemands ne peuvent percer le front ni les flancs, alors ils vont essayer de les atteindre par le fond ou le train de roulement. Les sapeurs traînent probablement déjà des charges concentrées. « Ouvrir la trappe d'évacuation au plancher !» commandent les lieutenants. « Non, stop! Ne pas ouvrir. Il pourrait jeter quelque chose par là. On travaille par le haut. » Il saisit une grenade F1, une citron. Le corps en fonte nervuré refroidit sa paume. Remizov arrache la goupille. Le levier de sécurité se redresse. « Chargeur, couvre l'écoutille !» Le chargeur entr'ouvre l'écoutille de la tourelle, juste de la largeur d'une paume. Dehors, le sifflement des balles commence aussitôt. Les Allemands attendent. Remizov, sans se montrer, compte 2 secondes et jette la grenade dehors, en ouvrant simplement les doigts. Elle roule le long du blindage incliné de la tourelle vers le bas, droit sous les pieds du groupe d'assaut qui s'active près des chenilles. « Écoutille !» Remizov tire le chargeur vers le bas par sa veste. Le couvercle claque. Explosion. Les éclats de fonte fauchent l'infanterie allemande cachée dans la zone morte du char. Les cris des blessés couvrent la fusillade. Leur propre blindage protège l'équipage de ses propres éclats. C'est une lutte cruelle, au contact. Le char s'est transformé en bunker, assurant une défense circulaire. À l'intérieur, l'air devient irrespirable. L'air est un mélange toxique. L'odeur douceâtre de la poudre brûlée, la puanteur âcre de l'huile brûlée s'infiltrant depuis le compartiment moteur, et l'odeur lourde, métallique, du sang frais. La ventilation ne fonctionne pas. Plus de force pour tourner la tourelle à la main. Le mécanisme de rotation semble pris dans le béton. Ils sont enfermés dans un cercueil d'acier, mais ce cercueil continue de mordre. Le chargeur glisse le long de la culasse du canon jusqu'au sol. Il presse sa main contre son ventre. Sa veste est imbibée de sombre et de gluant. Une balle perdue ou un éclat, entré par la fente lors de l'ouverture de l'écoutille, l'a touché. « Sergueï !» Le radio se précipite vers lui, essayant de sortir un pansement individuel. Le tissu du paquet est gelé et ne se déchire pas. Il doit le mordre à pleines dents. « Ça va », murmure le chargeur. Ses lèvres bleuissent de froid et de perte de sang. « Ça va, commandant. » Remizov le regarde. Le regard de l'ingénieur enregistre les dommages. Blessure à l'abdomen, choc, hypothermie. Chance sans hôpital, 0. Il n'y aura pas d'hôpital. Il n'y aura que du métal froid et des grenades allemandes. Mais dans les yeux du mourant, pas de terreur. Il y a un triomphe méchant, obstiné.
Le chargeur tourne péniblement la tête vers l'épiscope, derrière lequel on ne voit que la suie et le métal tordu de la colonne allemande. « On les a enfermés, camarade lieutenant », râle-t-il, et une écume rose bouillonne sur ses lèvres. « Regardez comme ils sont plantés. Joliment plantés. Ils mettront 1 semaine à dégager ce tas jusqu'à Moscou. 1 semaine. Et là, les Sibériens arriveront, c'est vrai. Remizov réalise l'ampleur de ce qui a été fait. Le KV-1, en travers de la route, n'a pas seulement bloqué le passage, il a créé un caillot logistique. Pour enlever 47 tonnes d'acier sans grue ni tracteur, les Allemands devront faire sauter le char par morceaux. Et c'est du temps précieux que la Wehrmacht n'a pas. Chaque minute de retard ici, sur la route froide de Volokholamsk, se convertit en kilomètres que l'ennemi n'a pas parcourus. « Tiens bon, Sergueï. » Remizov serre l'épaule du soldat. « Tu as raison. On a fait notre travail. Maintenant, l'important c'est de ne pas livrer l'objet avant l'heure. » Le lieutenant reprend son tété. Il reste 3 balles dans le chargeur. Il recharge l'arme, insérant un nouveau chargeur de ses doigts glacés et raides. La motricité fine l'abandonne. Ses mains tremblent non de peur, mais d'hypothermie. Son corps est secoué de grands frissons. L'organisme brûle ses dernières calories pour tenter de réchauffer les organes vitaux. Dehors, c'est l'accalmie. Les Allemands ont refué, laissant près des chenilles quelques corps en uniforme gris-vert. L'attaque d'infanterie s'est noyée. Les grenades n'ont pas aidé. Les armes légères sont inutiles. Maintenant, ils vont changer de tactique. Remizov sait ce qui va suivre. Ils vont amener de l'artillerie lourde ou des canons anti-aériens. « Vérifiez tous vos armes personnelles », ordonne-t-il. Sa voix résonne sourdement, comme sortant d'un tonneau. « Préparez les grenades au combat. S'ils entrent, on se fait sauter avec eux. Ne pas rendre le char à l'ennemi, c'est un ordre. » L'équipage hoche la tête en silence. Il n'y a pas de fatalisme là-dedans, seulement du pragmatisme. La reddition n'a aucun sens. Abandonner la machine est impossible. Il ne reste que la fonction de maintien de la position jusqu'à l'épuisement total de la ressource biologique de l'équipage. Le KV-1 reste immobile. Noir de suie, criblé de balles, couvert de neige et de cadavres. Il ressemble à un pan de falaise, à un mégalithe ancien qui se dressait là depuis des siècles et se dressera pour l'éternité. À l'intérieur de ce bloc de glace, 3 cœurs battent et un s'éteint. La forteresse sur chenilles se prépare au dernier assaut. L'infanterie recule. Les silhouettes grises dans les manteaux se dissolvent dans le crépuscule, laissant sur la neige des corps immobiles et des taches noires de suie. La fusillade s'apaise, comme si quelqu'un avait coupé le disjoncteur de la guerre. Mais ce silence est plus effrayant que le fracas. Ce n'est pas une trêve, c'est un changement d'outil. Ilya Remizov sait ce que cela signifie. Si le marteau n'enfonce pas le clou, on prend une masse. À travers l'étroite fente de l'épiscope, couverte de motifs de givre, il voit du mouvement dans la profondeur de la colonne allemande. Un tracteur, un semi-chenillé, Sonderkraftfahrzeug Sept, rugissant de son puissant moteur, fait demi-tour sur un espace dégagé. Il traîne derrière lui quelque chose de long, de prédateur, couvert d'une housse. Le canon regarde le ciel, mais maintenant on va l'abaisser vers la terre. 88, prononce doucement Remizov. Ses lèvres bougent à peine. Elles ont perdu leur sensibilité et sont devenues dures comme du caoutchouc. C'est une condamnation. Le Hart comme à Hart. 88 mm. Le canon anti-aérien Flak que les Allemands ont appris à utiliser comme l'arme anti-char la plus redoutable de cette guerre. La balistique de ce canon est impeccable. Vitesse initiale de l'obus, environ 1000 mètres par seconde. À cette distance, 200 mètres,
l'obus perforant du canon anti-aérien ne fera pas que percer le blindage frontal du KV-1. Il le traversera de part en part, conservant assez d'énergie cinétique pour étaler l'équipage sur la paroi arrière de la tourelle. Contre ce bélier, l'acier soviétique n'a pas de parade. 75 mm de blindage pour le 8-8, c'est du carton. Remizov regarde sa montre. Le verre du cadran est fissuré, mais le mécanisme fonctionne. 12 heures se sont écoulées depuis qu'ils ont monté le char sur la pente. 12 heures. Une demi-journée. À l'échelle de l'univers, un instant. À l'échelle de la guerre, une éternité. En ces 12 heures, la division allemande aurait dû parcourir 40 km, prendre 2 localités et atteindre sa ligne d'attaque. Au lieu de cela, elle est là, dans un ravin glacé, léchant ses plaies, dégageant les carcasses brûlées de ses véhicules et perdant un carburant précieux pour se chauffer. Le planning de Barbarossa est brisé. Le rythme stratégique est perdu. Des milliers de soldats, des centaines de chars et de canons ont été mis hors jeu par 4 hommes et une machine. C'est le coefficient d'efficacité auquel aspire tout ingénieur. Résultat maximal pour une dépense minimale de ressources. « Commandant, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix du radio est faible, à peine perceptible. Il est assis par terre, le dos appuyé contre le boîtier de la radio. Ses yeux se ferment. Hypothermie. Le froid les tue plus lentement que les Allemands, mais tout aussi sûrement. La température corporelle des tankistes est tombée à des niveaux critiques. Les frissons sont passés, remplacés par une apathie dangereuse et visqueuse. Le sang s'épaissit, le cœur ralentit son rythme, essayant de préserver les restes de chaleur pour le cerveau. Le sommeil semble être un salut, une sortie douce et chaude vers le néant. Mais il ne faut pas dormir. « Le canon anti-aérien !» répond Remizov. Ils sortent le gros calibre. Ils voient l'équipe allemande s'affairer autour du canon, précis, coordonné, sans agitation. Les stabilisateurs latéraux sont déployés. Les vérins à vis sont tournés, mettant l'affût à niveau sur la route inégale. Le canon s'abaisse lentement à l'horizontale. La gueule noire commence à les chercher. C'est un duel où l'un des adversaires a un fusil de précision et l'autre est ligoté et désarmé. Remizov comprend. Il leur reste 5 minutes. Peut-être 7. Le temps que les Allemands fassent le niveau, apportent les obus, que le pointeur capture la tourelle immobile du KV dans son réticule. « Comment va Sergueï ?» demande le lieutenant. Le pilote, tournant la tête avec difficulté, regarde le chargeur. Celui-ci gît immobile, le visage enfoui dans ses genoux. Sur sa veste, une croûte gelée de couleur brune. « Sergueï a refroidi », dit simplement le pilote. Il n'y a pas de chagrin dans sa voix, juste un constat. La mort ici est un détail du paysage, comme la neige ou les arbres. Il a fini de souffrir. Remizov hoche la tête. Il sort de sa tablette un bout de crayon. La mine est cassée, il doit écrire en griffant le papier avec le bois. Le papier est le verso d'un avis de décès qu'il n'a jamais envoyé à la mère de son chef de section. Ses doigts ne répondent plus. Il doit serrer le crayon dans son poing comme une pelle d'enfant. Il n'écrit pas un testament, il écrit un rapport. Un rapport court et sec pour ceux qui les trouveront au printemps. S'ils les trouvent. Si le métal ne brûle pas et que le papier ne part pas en poussière. Nous étions 4. Lieutenant Remizov, sergent Gavrilov, soldat Belov, soldat Kouzmine. Char KV, un numéro 442. Pris position défensive le 7 novembre. Munitions entièrement épuisées. Détruit, char, 2. Camion-citerne, proie, camion, 4. Colonne arrêtée. Nous mourrons, mais ne nous rendons pas. Nous n'avons pas déshonoré la patrie. L'écriture est tordue,
Les lettres sautent. Le crayon déchire le papier. Remizov roule la feuille en tube. Il cherche un conteneur du regard. Ses yeux tombent sur une douille tirée d'un obus de 76 mm. Un cylindre de laiton sentant encore la poudre brûlée. Il glisse la note à l'intérieur. Puis il prend un bouchon de bois, taillé dans un débris de caisse, et l'enfonce avec force dans le col de la douille, le martelant avec la crosse de son pistolet. Capsule temporelle, sourit-il. Il met la douille dans la poche de sa vareuse, sous le cœur. Là, elle survivra peut-être, même si le corps se transforme en cendre. Dehors, on entend le claquement de la culasse. Un son métallique, lourd, qui parvient même à travers le blindage et le coton dans les oreilles. Le canon allemand est chargé. 88 mm de morts sont prêts au départ. « Eh bien, c'est fini les gars, » dit Remizov. « Merci pour le service. »« Merci à vous, camarade lieutenant, » chuchote le radio. « Je ne pensais pas que ça serait comme ça. »« C'est bien comme ça, » interrompt le pilote. Il essaie de sourire, mais la peau de son visage est tendue et n'obéit pas. On les a eus par la physique. Ils nous ont pris par la force, et nous par l'intelligence. Il n'y a pas de pathos là-dedans. C'est de la fierté professionnelle. Ils ne se sentent pas victimes. Ils sont des vainqueurs qui ont simplement épuisé leurs ressources. Comme un moteur qui a tourné à plein régime et a grillé, mais a sorti la voiture du marécage. Remizov se colle à nouveau à l'épiscope. Il veut voir la mort en face. Il ne fermera pas les yeux. Le canon allemand le regarde droit entre les deux yeux. Un trou noir d'où vont jaillir les ténèbres. Il voit la main du sous-officier allemand levée. Elle va s'abaisser. L'ordre « Feuer ». Il n'y a plus de peur. L'adrénaline est brûlée depuis longtemps. Il ne reste qu'une fatigue infinie et un calme étrange et léger. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mission accomplie. Équation résolue. La réponse est obtenue. Et cette réponse, c'est 12 heures de silence sur la direction de Moscou. 12 heures de vie pour la capitale. Il se souvient de son manuel de physique de 3e, chapitre dynamique. 3e loi de Newton. À toute action correspond toujours une réaction égale et opposée. Ils sont devenus cette réaction. La force de frottement qui a arrêté le rouleau compresseur d'acier. La main de l'officier allemand tombe brusquement. Une longue langue de flamme jaillit du canon. Le frein de bouche rejette les gaz sur les côtés, soulevant des nuages de poussière de neige. Le char tressaille, mais Remizov n'entend plus le bruit de l'impact. Le temps s'arrête pour lui, une fraction de seconde, avant que le noyau de tungstène de l'obus ne touche le blindage frontal. La lumière s'éteint. Il ne reste que la physique, froide et éternelle. Printemps 1942, mars. Le temps où la guerre change de couleur. Le linceul blanc et stérile de l'hiver disparaît, révélant une terre sale et blessée. La neige se transforme en une bouillie grise, mêlée de mazout et de suie. Les routes se disloquent, devenant des pièges pour la technique, mais maintenant, les chenilles des chars soviétiques s'enfoncent dans cette boue en marchant vers l'ouest. Au 42e kilomètre de la chaussée de Volokolamsk, une colonne de Studebaker s'arrête. La route est barrée. Devant, un embouteillage qu'ils n'ont pas pu dégager de tout l'hiver. Ce lieu est marqué d'une croix rouge sur les cartes des sapeurs, comme zone de danger élevé. Ici, ça sent le fer mouillé, le caoutchouc pourri et l'eau de fonte qui lave du sol les traces de la grande bataille. Le commandant de la compagnie du génie, le capitaine Gromov, saute du marchepied du camion. Ses bottes font un bruit de succion dans la gadoue printanière. Il s'approche du bord du ravin et s'arrête. Devant lui s'ouvre le panorama d'un cimetière de machines. Mais ce n'est pas un champ de bataille ordinaire,
où les véhicules sont éparpillés chaotiquement par les explosions. Ce lieu ressemble au résultat d'une catastrophe technologique, planifiée avec précision et brillamment exécutée. Au centre de la composition, il est là, le KV-1, numéro 442. En 4 mois, il a changé. Le feu et le temps ont mangé la peinture blanche hivernale, mettant à nu le métal qui est maintenant couvert d'une épaisse couche de rouille rousse. Le char s'est enfoncé dans la terre jusqu'au garde-boue. Il se tient en travers de la route, le nez appuyé contre le rocher et la poupe surplombant l'abîme. Il ressemble à un brise-lames mort sur lequel s'est brisée la vague d'acier de la Wehrmacht. Autour de lui, le chaos. Les carcasses de camions allemands Opel, de transport de troupes, de chars légers. Tous jetés dans les fossés, aplatis, déchiquetés. Les Allemands ont essayé de dégager ce tas en hiver, mais ont apparemment abandonné l'idée. La technique à geler s'est incrustée dans la glace et les unités de la Wehrmacht en retraite ont simplement incendié ce qu'elles ne pouvaient évacuer. Gromov est un ingénieur expérimenté. Il voit la guerre non comme un exploit, mais comme un travail de force et de moment. Il allume une cigarette, protégeant la flamme du vent humide avec sa paume, et commence à lire les traces. Pour lui, ce tas de métal est un livre ouvert. « Camarade capitaine », s'approche le sergent, chef de section des sapeurs. « Ça ne sent pas la mine ici. On a travaillé avec quelque chose de plus lourd. Regardez les arbres. » Le sergent pointe les souches d'épicéas centenaires qui dépassent sur la pente. Gromov s'approche. Il passe la main sur la coupe. Le bois a noirci avec l'humidité, mais la géométrie de la coupe est parfaitement conservée. « Ce n'est pas un obus, » dit Gromov en recrachant la fumée, « et pas un éclat. C'est une scie. Une scie passe partout. » Ils ont travaillé calmement, méthodiquement. Une entaille d'un côté, un coin de l'autre. Il reporte son regard sur la route. Il voit le tableau d'ensemble. 3 arbres tombés en cascade. Le char, situé plus haut sur la pente, puis descendu. La trace du bélier sur le flanc du 3 allemand, gisant dans le ravin, les chenilles en l'air. Le flanc du char allemand est enfoncé d'un demi-mètre vers l'intérieur. Un tel coup ne peut être porté par un obus. C'est un impact cinétique de masse. « Ils n'ont pas tiré », prononce doucement le capitaine. Ou plutôt, ils n'ont pas fait que tirer. Ils ont fait s'effondrer la forêt sur eux. Gromov grimpe sur le blindage du KV. Le métal est froid, rugueux de corrosion. Sur la plaque frontale bat un trou net, au bord fondu, d'un diamètre de 88 mm. Orifice d'entrée, pas de sortie. L'obus du canon anti-aérien est resté à l'intérieur, transformant le compartiment de combat en fournaise. Le capitaine regarde par l'écoutille ouverte du pilote. À l'intérieur, c'est le noir. De l'eau stagne au fond de la coque, des débris y flottent, des douilles, des lambeaux de bâches brûlées. On ne voit pas de restes humains. Les équipes mortuaires sont probablement déjà passées par là, où le feu n'a rien laissé que des cendres. Mais Gromov cherche autre chose. Il cherche la logique. Il voit les râteliers d'obus vides, pas un seul projectile. Vide, constate-t-il. Ils sont allés à l'attaque à vide. Comment à vide s'étonne le sergent resté en bas. Au bélier ? Au bélier, hoche le capitaine. Regarde la trajectoire. Ils étaient là-haut, hauteur dominante. Ils auraient pu rester en défense jusqu'à la panne sèche. Mais ils sont descendus. Pourquoi ? Gromov reconstitue la chronologie. Plus d'obus, les Allemands ont commencé à dégager le barrage. Si le char était resté en haut, la colonne serait passée. L'équipage a décidé de transformer la machine elle-même en verrou. Il a utilisé la gravité.
Gromov tape de la paume sur la tourelle rouillée. Il n'avait pas de poudre, alors il a pris la physique comme allié. Il a lancé 47 tonnes et a frappé comme un marteau. Et ensuite, il s'est planté ici, comme un os en travers de la gorge. Les sapeurs se taisent. Ils ont l'habitude de voir la mort. Mais ici, ils voient le travail de l'intelligence. Cela inspire un respect particulier chez les techniciens. Il n'y a pas eu d'hystérie ici, pas de sacrifice insensé. Il y a eu un calcul froid et méchant. Le KV-1 n'est pas une victime ici. Il est le vainqueur, qui a simplement usé sa ressource jusqu'au dernier gramme. Regardez, le sergent ramasse par terre un objet étrange. C'est un patin de chenille, déchiré en deux. L'acier épais comme un doigt a cassé comme du fil. Quelle force de frappe il a fallu. Calculé, répond Gromov. Limite pour cette nuance d'acier. Le capitaine descend du blindage. Il fait le tour du char. Sur l'arrière, près des pots d'échappement, il remarque une inscription. Quelqu'un l'a gravée sur le blindage, peut-être avec une baïonnette quand le métal était encore chaud. Ou cela a-t-il été fait plus tard, par nos éclaireurs? Non, les lettres sont presque effacées par la rouille, mais on peut lire. Pour M, la suite est illisible. Pour Moscou? Pour maman? Pour le monde? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qui se dresse devant eux. Un monument à la pensée technique. Un piège qui a fonctionné même après la mort du concepteur. Gromov regarde la technique allemande pourrissant dans le ravin. Des dizaines de camions, des chars, des transports de troupes. Tout un groupe tactique de bataillons qui a simplement cessé d'exister comme unité combattante parce qu'un lieutenant a correctement calculé les vecteurs de chute des arbres et le point d'application de la force de son char. « Qu'est-ce qu'on fait, camarade capitaine ?» demande le sergent. « On le tire de là. Il faut libérer la route. » Gromov secoue la tête. « Les tracteurs ne le bougeront pas. Il est incrusté à mort, soudé. On va faire sauter le rocher à côté, élargir le passage. Mais lui n'y touchez pas. Qu'il reste là. » Il sort sa carte et fait une marque. Pas une croix rouge de danger, mais une étoile de repère. Ce n'est plus un obstacle, sergent. C'est une fondation. Les Allemands s'y sont cassés les dents. Et nous, on passera par cette route pour aller à Berlin. Compris, hoche le sergent. Une déviation, alors va pour une déviation. Les sapeurs se dispersent, commençant à dérouler les câbles et à creuser des fourneaux de mine dans le sol pierreux de la pente pour élargir la route en contournant le géant d'acier. Et le KV-1 reste debout, rouillé, effrayant, majestueux dans son silence. La neige fond autour de lui et l'eau coule sur le blindage comme des larmes. Mais c'est juste de la physique. Transition de phase de l'état solide à l'état liquide. Un char ne pleure pas. Le char a accompli sa mission. Le soleil printanier se reflète dans les flaques où se mêlent l'huile et l'eau, créant des films irisés. La nature reprend ses droits, absorbant les traces de la guerre, mais cette cicatrice, la coque rouillée en travers de la route, restera ici longtemps. Comme un rappel que la masse, multipliée par la vitesse et le courage, donne une valeur absolue d'imperméabilité. De nos jours, chaussée de Volokolamsk, autoroute M9, Baltia. L'asphalte est parfait ici. Le marquage net comme un dessin dans un manuel de géométrie. Le flux de voitures file vers l'ouest et l'est à 110 km/h. Poids lourds, berlines, crossover. Pour les conducteurs, ce tronçon de route est juste une étape de plus entre Moscou et Riga. Borne kilométrique 114. Ici, les conducteurs ralentissent habituellement. Pas à cause des radars, mais à cause de ce qui se dresse à droite,
sur un haut piédestal de béton. Un char KV-1. Ce n'est pas la machine numéro 442 elle-même. L'original a été fondu depuis longtemps par le temps et les usines métallurgiques, devenant une partie de nouveaux ponts et d'armatures. C'est un monument symbole. Mais il se dresse exactement là où, il y a plus de 80 ans, le lieutenant Ilya Remizov a tracé dans son esprit le schéma de la chute des arbres. La géométrie des lieux n'a pas changé. La même pente boisée abrupte surplombant la route. Le même ravin profond à gauche, au fond duquel coule maintenant un ruisseau, lavant de l'argile des douilles rouillées. Au pied du monument s'arrête un bus scolaire jaune. Des adolescents en descendent, 4e ou 3e. Ils sont bruyants, smartphone en main, écouteurs aux oreilles. Pour eux, l'année 41 est une antiquité aussi lointaine que les guerres puniques ou les batailles des légions de César. Une abstraction d'un paragraphe de manuel d'histoire. Le guide, un homme âgé en veste stricte, ne ressemble pas à un guide ordinaire. Il a la prestance d'un officier à la retraite et la voix d'un homme habitué à donner des ordres malgré les parasites radio. Il ne commence pas par des poèmes grandiloquents. Il ne parle pas de sacrifice sacré. Il s'approche du parapet de béton et pointe la main vers la forêt. « Rangez vos téléphones », dit-il sèchement, « et regardez le profil de la hauteur. Vous voyez l'angle de montée ? 30 degrés. Maintenant, imaginez que vous êtes assis dans une boîte de conserve de 47 tonnes. Vous n'avez pas de carburant. Vous n'avez pas d'obus. En bas, 2000 ennemis armés. Vos actions ? Les adolescents se taisent. La question n'est pas posée comme un dilemme éthique, mais comme un problème d'ingénierie. Se rendre ? Suggère timidement quelqu'un des derniers rangs. Mauvaise réponse, tranche le guide. La reddition est une perte de ressources, et la ressource doit travailler jusqu'à épuisement total. Le lieutenant Remizov était ingénieur. Il a regardé cette forêt non comme un paysage, mais comme un entrepôt de matériaux de construction. Il a regardé son char non comme une arme, mais comme une masse. Le guide mène le groupe au bord de la plateforme. Regardez ici. Vous voyez ces vieux épicéas ? Ils ont 100 ans. Et maintenant, regardez les troncs. Vous voyez les cicatrices ? Ils montrent des renflements caractéristiques de l'écorce à 2 mètres de hauteur. Ce sont des blessures par éclat. L'arbre les a guéries, recouvertes de résine, mais le métal est resté à l'intérieur. La forêt se souvient. En 41, on n'a pas seulement tiré ici. La physique a travaillé ici. Remizov a utilisé l'inertie, la gravité et le levier. Il a transformé la forêt en avalanche. Il a transformé le char en presse. Il a arrêté une division mécanisée sans rien avoir d'autre que la connaissance de la résistance des matériaux et son sang-froid. Les écoliers regardent la pente différemment. Ils commencent à voir non plus de simples arbres, mais des vecteurs. Ils imaginent comment les troncs énormes tombent sur la route, bloquant le passage. Ce n'est plus une histoire ennuyeuse, c'est de l'action basée sur la réalité. Le soldat russe, continue le guide, en regardant le blindage du char sur le piédestal, ne combat pas par le nombre. Il combat par le savoir-faire. L'ingéniosité n'est pas juste de la ruse. C'est la capacité de trouver une solution non standard dans des conditions de déficit critique de ressources. Les Allemands agissaient selon le règlement. Les nôtres agissaient selon la situation. Le règlement a perdu face à l'intelligence. Le vent agite les couronnes au pied du monument. Les rubans ont pâli au soleil, mais les inscriptions se lisent nettement. Aux ingénieurs de la Grande Guerre patriotique. À l'équipage du KV-1. Les gens n'apportent pas seulement des fleurs ici. Sur le granit reposent des douilles trouvées par des fouilleurs dans la forêt. Des patins rouillés, des morceaux de blindage. Ce sont des pièces à conviction.
les artefacts d'un exploit calculé avec une précision mathématique. Le guide fait une pause, laissant le bruit de l'autoroute remplir l'espace. Un lourd camion passe en trombe et le sol vibre légèrement sous les pieds. « Vous sentez le tremblement ?» demande-t-il. C'est ainsi que tremblait la terre quand le KV-1 est parti au bélier. 47 tonnes, accélérées par la chute libre, possèdent une énergie cinétique colossale. Remizov le savait. Il n'est pas devenu un héros par hasard. Il a conçu son exploit. Il a calculé sa mort de manière à ce qu'elle coûte le plus cher possible à l'ennemi. Cela s'appelle le rendement. Et pour l'équipage de Remizov, ce rendement était égal à l'infini. L'excursion se termine. Les enfants retournent au bus, mais ils ne sont plus aussi bruyants. Quelqu'un regarde en arrière, vers la pente verte et la tourelle grise du char. Une pensée simple mais dure s'est ancrée dans leur tête. Ce n'est pas celui qui a le plus gros canon qui gagne, mais celui qui réfléchit le mieux. L'intelligence est l'arme principale, et la physique est l'allié principal de celui qui connaît ses lois. Le bus s'éloigne, se dissolvant dans le flot des voitures. Le char reste. Il monte une garde éternelle, tourelle tournée vers l'ouest. Son canon regarde vers l'endroit d'où le malheur est venu autrefois. Maintenant, il y a un coucher de soleil paisible, colorant les nuages aux teintes du recuit du métal. La forêt autour du piédestal bruisse dans le vent. Les vieux pins et épicéas qui ont survécu à cet hiver-là font grincer leurs troncs. Si l'on tend l'oreille, on peut entendre dans ce grincement l'écho de l'année 41. Le cliquetis des chenilles, le craquement du bois qui rompt, des ordres en russe et en allemand, et le silence qui suit le combat. La terre natale aidait les défenseurs non par mysticisme, mais parce qu'ils la connaissaient. Ils savaient comment se comporte le sol par -30. Ils connaissaient l'épaisseur de la glace sur le ruisseau. Ils connaissaient la limite de résistance du bois. La terre était leur plan, leur tête de pont, leur arme. Les Allemands sont venus ici en conquérant, essayant de soumettre la nature par la force. Les nôtres vivaient ici, faisant partie de cette nature. Et la nature a répondu en retour, abattant sur l'ennemi tout le poids de ses lois. Le soleil passe sous l'horizon, les ombres des arbres s'allongent, barrant la route de bandes noires, semblables à des barrières. Le béton froid du piédestal refroidit, rendant la chaleur accumulée pendant la journée. Le char KV-1, spectre de fer des troupes du génie, continue sa veille. Son équipage fait depuis longtemps partie de l'histoire, du sol, de la mémoire. Mais l'équation qu'ils ont résolue au prix de leur vie reste vraie pour toujours. La force est la masse multipliée par l'accélération. La victoire est la volonté multipliée par la raison. La nuit recouvre la chaussée de Volokolamsk. Les phares des voitures s'allument, formant une rivière de lumière infinie. La vie continue, et c'est la preuve principale que le calcul du lieutenant Ilya Remizov était juste.